Commencer. Bonjour à tous, merci d'être venus très nombreux assister à notre webinaire pesticides, plus de 200 inscrits. Ça montre tout l'intérêt du sujet. Donc je rappelle quelques consignes. Coupez votre micro, coupez votre caméra. Vous aurez la possibilité de poser des questions, à travers le chat. Compte tenu du temps disponible, bien sûr, toutes ne seront pas sélectionnées, mais on essaiera d'en passer un certain nombre. De toute façon, les PowerPoint de présentation seront mis à disposition après le webinaire et ce webinaire sera également visible en replay sur le site de l'AST. Alors, ce webinaire, il vous est proposé par l'AST secteur ouest, donc Bretagne, Pays de Loire, préparé par 3 membres du bureau, donc moi-même, Joël Rivalan, président de l'AST, Damien Desserles de Veoliao et Patrick Peignet, retraité de l'ARS, Maine et Loire. Alors, ce webinaire, il est donc consacré aux pesticides, un sujet brûlant et comme on le met là, en perpétuelle évolution. L'objectif, c'est très modestement, en 1 h 30, de mettre à jour un certain nombre de connaissances. Il est articulé autour de 3 exposés. Le premier exposé sera présenté par Laurent Brunet, c'est le copilote du groupe de travail pesticides de l'AST, qui vous présentera la partie plus réglementaire et surtout le guide qui est en cours de réalisation de l'AST, qui est presque finalisé sur le sujet. Le second sera présenté par Laure Pasquini du LHN, le laboratoire d'hydrologie de Nancy, et on parlera là des résultats des récentes campagnes de détection dans l'eau des composés émergents. Et enfin, troisième exposé présenté par Christophe Méchouk, où l'on abordera la partie traitement. Merci à tous pour ces présentations. Je vais laisser chaque intervenant se présenter et encore une fois, n'oubliez pas de couper vos caméras et vos téléphones. Voilà, écoute Laurent, je te donne tout de suite la parole. Merci beaucoup Joël. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'abord à l'AST section Ouest pour cette invitation, pour présenter, comme tu as dit Joël, en avant-première ce guide. Alors moi-même, Laurent Brunet, j'ai travaillé pendant pas mal d'années, on va dire, au sein du groupe Suez sur les sujets d'eau. Mon dernier poste était directeur technique pour Suez Eau France. Je me suis aussi, depuis un certain nombre d'années, pas mal impliqué dans les travaux de l'AST. C'est à ce titre que je suis ici, puisque, comme le disait Joël, j'ai copiloté avec Alban Robin et Mickaël Nicolas, je copilote, puisque c'est pas fini, la mise au point de la rédaction de ce guide que je vais donc vous présenter. Donc, je vais partager mon écran. Tu me diras, Joël, si c'est bon. Et je vais mettre en diaporama. Alors, est-ce que c'est bon là? Alors, par contre, Joël, je ne t'entends pas. Oui, j'ai encore une caméra ouverte, Fabienne, de ce côté, si vous voulez bien la fermer. Et c'est bon, tu peux y aller. D'accord, très bien. Alors, c'est donc à travers finalement ce guide, la présentation de ce guide, on va faire un certain nombre de rappels sur ce qu'est la réglementation. Alors, bien sûr, le contexte, et Joël, tu en as parlé, hein, on est face à un phénomène de grande ampleur. Et face à ce phénomène de grande ampleur, la présence des métabolites dans l'eau, au sein de l'AST, on s'est dit que pouvait naître un sentiment finalement de complexité face à une abondance de textes, de notions, un sujet, comme tu l'as dit également, évolutif. Et face à tout cela, finalement, les acteurs de la distribution d'eau qu'on est tous autour de dans ce webinaire, on a besoin d'abord de bien comprendre et puis, évidemment, une fois qu'on a bien compris le sujet, on a besoin d'agir. Donc c'est pour ça que l'AST, qui évidemment depuis plusieurs années, en particulier la commission eau potable présidée par Frédéric Blanchet, se penche sur ce sujet des pesticides, s'est dit il y a peut-être une réponse de l'AST à apporter, et on a convergé vers l'idée de réaliser un guide spécifique
Ce guide, évidemment, part de la réglementation parce que c'est D'accord. bien évidemment, la base de tout. Mais l'idée était dans un document unique, de réunir, les définitions, l'ensemble des définitions, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de concepts qui sont maniés quand on traite du sujet des pesticides. Donc rassembler toutes ces définitions dans un guide, rappeler le rôle des acteurs parce que, sur le sujet des pesticides, comme de manière générale sur tous les sujets qui touchent, à l'eau, il y a beaucoup d'acteurs et donc c'est quand même bien de bien rappeler, qui fait quoi, sur ce sujet. De répondre à un certain nombre de questions. On s'est dit, bah, il y a un certain nombre de questions qui peuvent se poser, donc on va essayer ensemble de bâtir des réponses à ces questions et de donner un certain nombre d'outils pratiques, pour les acteurs pour pouvoir agir. L'objectif de tout ça, c'est de rendre ce sujet qui est complexe, de le rendre le plus compréhensible possible, pour toute une série d'acteurs ou de parties prenantes parce que le l'ambition de ce guide, c'est d'être, diffusé et d'être utile à un large panel d'acteurs. Alors dans le guide, qu'est-ce que vous allez trouver? Alors je dis: «Vous allez trouver», je parle un petit peu au futur parce que comme l'a dit Joël, il n'est pas complètement finalisé. Il sera présenté plus en détail au congrès de l'ASTE de Quimper en juin, et l'idée, c'est qu'il soit en ligne complètement finalisé, mis en forme à la fin du mois de juin. Donc on est pratiquement au bout, là, on est plus sur des questions de mise en forme que sur des questions de contenu. Dans ce guide, on parle de quoi? On parle du rôle des acteurs, comme j'ai dit. On redonne les principales définitions, mais enfin, c'est des définitions larges pour bien expliquer les différents concepts qu'on manie quand on parle de pesticides. On a une foire aux questions, on a un certain nombre de logigrammes pour guider les actions des différents acteurs. Et puis un certain nombre de fiches spécifiques sur des sujets particuliers, beaucoup autour de tout ce qui est l'aspect analytique, parce que c'est un aspect qui est extrêmement important sur ce sujet des pesticides. Alors, bah, le rôle des acteurs, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là maintenant, mais enfin, on a repris quels étaient les acteurs qui étaient intéressés par ce sujet. Donc, bah, ils sont un petit peu listés ici, hein. Évidemment, il y a les acteurs, on va dire, de l'État, des autorités locales, des producteurs pesticides. Et puis au milieu, on retrouve bien sûr la PRPDE, hein, la personne responsable de la production et de la distribution d'eau, qui évidemment a un rôle central sur ce sujet. Alors maintenant, pour rentrer un peu dans la réglementation, je vous propose de le faire via un certain nombre de définitions. Donc j'ai extrait un certain nombre de définitions. Évidemment, là encore, il ne s'agit pas de toutes les passer en revue parce qu'on a, j'ai refait le compte là, à l'instant, on a 24 termes qu'on a définis précisément dans le guide, mais les principaux, ce qui permet de bien préciser, de bien caler le sujet, de bien rappeler quelle est la réglementation concernant les pesticides. Alors, d'abord la pertinence. Donc on rappelle que, bah, la pertinence concernant les métabolites de pesticides, c'est, un métabolite de pesticide est jugé pertinent s'il possède une activité pesticide et certaines propriétés toxicologiques pouvant entraîner un risque sanitaire inacceptable pour les consommateurs. Donc la définition est un peu plus large que ça, mais je me concentre sur la partie essentielle de cette définition. Voilà, c'est ça, un métabolite de pesticide pertinent. Et on rappelle également, c'est très important, que par défaut d'évaluation, ou si l'ANSES considère qu'elle manque de preuves, le métabolite est considéré pertinent par défaut. Et avant qu'il ne soit déclassé en non pertinent, il est considéré pertinent tant qu'on n'a pas prouvé, tant qu'il n'a pas été prouvé qu'il n'avait pas ces caractéristiques toxicologiques. Alors ensuite, il y a une définition qui nous a semblé importante et autour de laquelle on a réfléchi, c'est la définition de la valeur de gestion. Parce que finalement, ce terme apparaît à certains endroits et on s'est dit: «Qu'est-ce que c'est qu'une valeur de gestion?» Et on est arrivé à la définition suivante: la valeur de gestion, c'est un terme générique qui désigne pour un paramètre donné, donc entre autres pour les pesticides, toute valeur au-delà de laquelle des actions particulières doivent être menées. Et donc finalement, quand on parle de valeur de gestion, on peut regrouper à l'intérieur des valeurs de gestion toute une série de concepts. Donc on a les limites de qualité, les références de qualité, ce sont des, des notions qui sont bien connues des ceux qui gèrent les distributions d'eau potable.
mais d'autres notions également importantes et qui rentrent en jeu. Donc les valeurs indicatives, les valeurs de vigilance, les valeurs maximales sanitaires admissibles, les valeurs sanitaires transitoires. Donc là, je ne vais pas prendre une par une toutes ces définitions. Vous les retrouverez dans le guide. Quand même me focaliser sur les plus importantes. Alors, tout d'abord, les limites de qualité. Limites de qualité, c'est une notion, encore une fois, qui est bien connue par les acteurs du traitement, de la production et de la distribution d'eau. Pour les pesticides et les métabolites pertinents, c'est bien important d'avoir en tête que la limite de qualité n'est pas un seuil de risque. On n'est pas sur une notion sanitaire. La limite de qualité, elle a été définie lorsqu'elle a été définie dans les années 70. Elle correspondait en fait à la limite basse de quantification des laboratoires. L'idée étant de dire, on ne devrait pas retrouver de pesticides dans l'eau potable. Par conséquent, on met une limite au seuil le plus bas que les laboratoires sont capables de quantifier dans les années 70. Donc, on n'est pas sur une notion sanitaire. Pour connaître le seuil de risque sanitaire, c'est une autre notion, la notion de Vmax dont je vais parler juste après. Alors, on rappelle que cette limite de qualité, pour les substances actives des pesticides et pour les métabolites pertinents, cette limite, c'est 0,1 microgramme par litre, à l'exception de 4 molécules, je ne vais pas les citer maintenant, pour lesquelles les limites sont un peu plus basses. Et puis, pour tenir compte de la possible présence simultanée de pesticides dans l'eau, la limite de qualité pour la somme de toutes les concentrations quantifiées dans les eaux destinées à la consommation humaine, c'est 0,5 microgramme litre. Donc ça, ce sont les limites de qualité. Maintenant, comme je l'ai dit à l'instant, si on veut parler de risque sanitaire, c'est autour des Vmax qu'il faut se concentrer. Donc la Vmax est définie comme étant la valeur correspondant à la concentration maximale d'une substance active ou d'un métabolite, en dessous de laquelle une consommation durant toute la vie ne présente pas de risque sanitaire pour l'homme. Alors ça, c'est une définition importante parce que c'est elle qui va marquer pour ces produits, qui va marquer le seuil de risque sanitaire. Juste une remarque, il est dit qu'en dessous de la Vmax, il n'y a pas de risque sanitaire. Ça ne veut pas dire qu'au-dessus, il y en a. Hein. C'est là où il faut être précis dans la définition. Quand on dit qu'en dessous, on est sans risque, ça veut dire en dessous, on est sans risque. Ça ne veut pas dire au-dessus, il y a forcément du risque. Hein. On a toujours l'histoire de marge de sécurité, etc. Enfin, donc, c'est défini comme cela. En dessous de la Vmax, il n'y a pas de risque sanitaire. Alors, d'autres notions importantes dans cette réglementation de la gestion des métabolites, c'est la notion de valeur indicative. Alors, la valeur indicative, c'est une nouvelle notion qui est apparue en janvier 2023, donc dans la réglementation déclinaison de la nouvelle directive européenne. À ce jour, la valeur indicative ne concerne que les métabolites non pertinents et cette valeur est fixée à 0,9 microgrammes par litre par substance individuelle. Donc, en dessous de cette valeur, donc, encore une fois pour les métabolites non pertinents, l'eau est considérée comme sans risque pour le consommateur. Au-delà de cette valeur, des mesures peuvent être demandées par décision préfectorale. Ces mesures ne sont pas nécessairement des restrictions d'utilisation de l'eau, ça va dépendre bien évidemment de l'avis de l'ARS et de la décision préfectorale, et évidemment de la valeur, hein, si on est très très au-dessus de cette valeur indicative ou si on est juste au-dessus. Donc c'est ça qui va pouvoir guider les décisions préfectorales à ce sujet-là, mais il n'y a pas systématiquement de restriction d'utilisation de l'eau quand on a passé la valeur indicative pour les métabolites non pertinents. Après, la valeur sanitaire transitoire. Alors, la valeur sanitaire transitoire, c'est celle qui est destinée à gérer les situations transitoires de dépassement des limites de qualité pour les pesticides et surtout les métabolites pertinents qui n'ont pas encore de Vmax. L'ANSES est saisi pour déterminer des Vmax pour des molécules ou des métabolites.
C'est un travail qui demande un certain temps et donc, pour un certain nombre de molécules, l'ANSES a pu ne pas encore fixer la Vmax. Dans l'attente de la fixation de cette Vmax, il est possible d'utiliser ces valeurs sanitaires transitoires. Donc c'est une instruction de 2022, de mai 2022, du ministère de la Santé qui a introduit cette notion, qui fait suite à un avis du Haut Conseil de la santé publique. Et cette notion se base sur des valeurs qui sont utilisées en Allemagne, qui sont fixées à 3 ou à 1 ou 3 microgrammes litres suivant les molécules considérées. Alors, par rapport à toutes ces notions, toutes ces valeurs, où on en est concernant les métabolites les plus fréquents. Donc là, on a mis les 4 métabolites qui sont les plus fréquents dans les analyses d'eau, hein, le métabolite R47-1811 du chlorothalonil, les 2 métabolites de la chloridazone et le métabolite eza-métolachlore. Les 3 premières, à ce jour, sont sont considérées comme pertinents et le métabolite ésolachlore non pertinent. Alors je dis bien à ce jour parce que on a vu tout à l'heure, et c'est très important de le rappeler, la pertinence peut être due au fait que les éléments de preuve ne sont à ce jour pas suffisants à l'ANSES pour qu'elle se prononce sur une éventuelle non-pertinence. Mais il peut arriver le cas où des études complémentaires, des éléments de preuve complémentaires permettront à l'ANSES dans le futur de réviser son jugement sur telle ou telle molécule. Donc c'est pour ça que une molécule déclarée aujourd'hui pertinente pourrait demain, dans quelque temps, passer en non pertinente. Enfin, aujourd'hui, au moment où on se parle, les 3 premières molécules, les 3 premiers métabolites sont pertinents et les amétolachlore est non pertinent. Les 3 premiers métabolites n'ont à ce jour pas de Vmax déterminé. Et pour la gestion de la présence de ces métabolites dans l'eau, il est possible d'utiliser la valeur sanitaire transitoire de 3 microgrammes par litre. Alors, je complète en disant que dans le guide d'AST, il est prévu qu'on rajoute, et on est en train de compiler les éléments, de réunir les éléments, un certain nombre de considérations sur les gestions que font certains pays européens de ces molécules-là, ces métabolites-là, parce qu'on s'aperçoit que la gestion n'est pas tout à fait la même en fonction des pays. Le principe global est le même puisqu'il est défini dans la directive européenne, mais la gestion et la définition des pertinences peut varier d'un pays à l'autre. Donc, on essaie de faire un petit panorama où c'est dans le guide de la STEG pourra contenir un certain nombre d'éléments à ce sujet. Alors, une fois que l'on a qu'on sait bien qu'on a bien pris en considération toutes ces notions, toutes ces définitions, toute cette réglementation, il faut agir, hein, il faut pouvoir mettre en œuvre un certain nombre d'actions et donc le guide de l'AST comportera des logigrammes. On ne va pas rentrer dans le détail parce qu'on n'a pas le temps maintenant d'entrer dans le détail de ces logigrammes, mais en gros, vous voyez comment ça marche. Détection d'un nouveau pesticide dans l'eau brute ou dans l'eau destinée à la consommation humaine. On décline un certain nombre de questions. Est-il pertinent ou non pertinent? Et s'il est pertinent ou s'il est non pertinent en fonction du cas, on va se diriger vers tel ou tel autre organigramme. Je ne rentre pas dans les détails, juste voilà l'organigramme vers lequel on va arriver dans le cas d'un pesticide ou d'un métabolite pertinent. Alors, on défile en fonction des concentrations, étant supérieur ou inférieur au 0,1 microgramme litre, la limite de qualité. Y a-t-il une Vmax ou une valeur sanitaire transitoire? Comment se situe-t-on par rapport à ces valeurs-là? Et on arrive aux obligations réglementaires, aux actions à mettre en œuvre par la personne responsable de la production et de la distribution d'eau. Et il y a 2 points sur lesquels je souhaite attirer votre attention. Le premier, c'est que, si j'arrive à faire défiler, voilà,
Il y a des dispositions spécifiques qui existent pour les métabolites pertinentes de la chloridazone et du chlorothalonil, donc 3 des métabolites que l'on rencontre très fréquemment et que j'ai cités tout à l'heure. C'est important d'avoir bien ça en tête. Cette instruction, l'instruction d'octobre dernier, adapte les règles de gestion si les valeurs sanitaires transitoires pour ces métabolites, seulement pour ces métabolites-là, hein, sont dépassées, et indique dans ces cas-là que la recommandation de restriction ne s'applique pas. Donc il y a évidemment un certain nombre d'actions à mettre en œuvre, mais pas nécessairement de restriction de consommation. Ça, c'est le premier point. Et puis, le deuxième point, c'est que dans les cas où on est dans des durées de dans des concentrations qui ne sont pas supérieures au Vmax ou aux valeurs sanitaires transitoires, il y a besoin de mettre en œuvre des dossiers de dérogation. Et ces dossiers de dérogation, ils sont encadrés, et le guide de l'AST a souhaité faire un focus particulier là-dessus. Et donc, dans le guide de l'AST, on trouvera, concernant les dossiers de dérogation, des recommandations pour les constituer, à la fois sur leur contenu, rappelant quelles sont les durées des dérogations, parce que les dérogations sont limitées dans le temps, rappelant que les demandes de dérogation doivent s'accompagner de plans d'action, parce que l'idée d'une dérogation, c'est de laisser un temps pour mettre en œuvre des mesures correctrices, et les modalités de suivi de la qualité, puisque durant les durées de dérogation, il y a des modalités particulières de suivi de la qualité des eaux qui doivent être mises en œuvre. Alors, voilà la présentation, donc c'est rappel des grandes considérations réglementaires, présentation en avant-première d'un guide qui, encore une fois, sera présenté plus en détail lors du congrès de Quimper, et mis à disposition le plus largement possible au courant du mois de juin. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Je suis évidemment à votre disposition si vous avez des questions, ou Joël, peut-être en as-tu noté un Oui, certain nombre. oui, merci Laurent. Il n'y a pas beaucoup de questions, ça veut dire que tu as été très pertinent, comme un certain nombre de métabolites. Donc j'ai une question, plutôt une remarque de Julien Ferret qui dit, il y a bien une Vmax sur les amétolachlore qui est non pertinent, mais qui a été pertinent. Alors, c'est Oui, exact. donc voilà, Exact, il tout à faudra fait, oui, peut-être, oui. Mais ça illustre bien le cas que je citais, où effectivement un métabolite a été pertinent, pardon, et pouvait avoir une Vmax. Maintenant étant passé non pertinent, la Vmax n'a plus d'utilité réglementaire, on va dire. voilà. Mais c'est intéressant scientifiquement quand même, Bien ça sûr, permet de se situer. bien sûr. Très bien, eh beh, on est parfaitement dans les temps, donc je passe la parole à Laure qui va se présenter et nous présenter aussi son exposé. Normalement, ça devrait arriver. C'est bon? Donc, bon, c'est tout bon? OK. Bonjour à tous. Donc, moi, c'est Laure Pasquini. Je suis ingénieure au laboratoire d'hydrologie de Nancy et je travaille sur la thématique des pesticides et de leurs métabolites. Et aujourd'hui, donc, j'ai ces 20 minutes devant moi pour vous présenter la démarche qu'on mène, qu'on a adoptée pour nos campagnes nationales qui visent à s'intéresser aux polluants émergents de manière générale. Je présenterai ensuite les résultats de la dernière campagne qui ont concerné donc les pesticides et leurs métabolites. Et enfin, je ferai un petit point sur la campagne à venir qui va démarrer cette année en 2024. Donc, pour resituer un peu ce contexte, la qualité des eaux de consommation, c'est bien sûr un enjeu de santé environnemental et sociétal majeur. On a aujourd'hui beaucoup de paramètres qui sont réglementés et qui donnent lieu à de très nombreux résultats, environ 11 millions de résultats par an pour les pesticides, et ce qui nous permet d'avoir quand même un bon indicateur de la qualité de nos eaux de consommation. Cependant, donc, il existe beaucoup de substances émergentes qui ne sont pas réglementées aujourd'hui
et c'est en ce sens que les campagnes exploratoires du LHN sont menées. L'objectif, c'est vraiment de fournir des données nationales d'occurrence sur des contaminants non réglementés pour évaluer l'exposition de la population face à ces molécules et mettre en place une éventuelle évolution de la surveillance des eaux. Une campagne nationale menée au LHN, elle dure environ 3 ans à chaque fois, depuis l'identification des molécules d'intérêt jusqu'à l'exploitation et la valorisation des résultats. Donc ça comprend des étapes de développement analytique, de validation des méthodes d'analyse avec des critères validés selon le COFRAC, de déployer tous ces prélèvements et toutes ces analyses, de les interpréter. Donc la dernière qui a eu lieu s'est déroulée de 2020 à 2022. Elle portait sur les pesticides et leurs métabolites, le 1,4-dioxane qui est présent dans les solvants et des résidus d'explosifs. Donc pour élaborer ces listes au LHN, on part de plusieurs sources d'informations, des sources internes, donc à l'agence, à l'ANSES, qui peuvent venir de la direction d'évaluation des produits réglementés. Pour les pesticides, on va aussi être en lien avec l'unité phytopharmacovigilance, mais ça va être aussi avec des liens avec tous les groupes de travail, les comités d'experts, et voilà, enfin, je vais pas plus m'étendre là-dessus. Et donc, on va aussi regarder les informations qui proviennent de l'extérieur, donc se pencher sur des données qu'on va avoir via les ARS, via les agences de l'eau, une veille biblio, je vais dire internationale, et enfin des échanges informels qu'on peut avoir avec des partenaires, d'autres laboratoires du contrôle sanitaire et des exploitants. En tout cas, nos critères de priorisation sont à la fois précis mais très large. On va bien sûr regarder la source de signalement. Est-ce que le signalement est vraiment récurrent? Est-ce que c'est un caractère d'urgence? Quelle est la fiabilité et le poids de la source? On va d'autant plus intégrer des molécules qui sont non largement ou pas du tout prises en compte dans le contrôle sanitaire. On va également, si on aura peu de... en fonction d'un signal, si ce signal montre qu'on a une grosse fréquence de détection d'une molécule ou qu'on a des niveaux de concentration importants, on va l'ajouter à notre liste. La possibilité d'obtenir des états analytiques, c'est vraiment un critère important. Alors, en ce qui concerne les pesticides et leurs métabolites, on a un levier au LHN via la direction d'évaluation des produits réglementés qui peut avoir accès aux étalons des métabolites essentiellement via les fabricants de pesticides. Et enfin, l'information concernant la toxicité d'une molécule, ce n'est pas un critère pour écarter cette molécule dans le sens où si on n'a pas d'infos concernant sa toxicité, ce n'est pas pour ça qu'on ne va pas l'inclure dans notre liste et au contraire, elle sera ajoutée à la liste d'intérêt. J'arrive pas à passer à ma diapo suivante. Est-ce que vous m'entendez toujours? On t'entend très bien et on voit toujours ta diapo. Ah, ça y est. OK. Alors, concernant la stratégie d'échantillonnage, donc il faut savoir qu'on a un peu plus de 30 000 captages d'eau en France et qui représentent 16 000 distributions d'eau potable. Donc, on ne peut pas aller contrôler tous ces captages, toutes ces eaux de consommation. Et donc, on met en place une stratégie qui est la même depuis, je vais dire, 10 ans de campagne, même plus, de campagne nationale qu'on fait au laboratoire. C'est-à-dire qu'on va sur chaque département investiguer 3 sites. Tout d'abord, le site où on a la ressource qui va produire le plus gros débit d'eau potable. Ensuite, on va sélectionner une ressource et son eau traitée de façon totalement aléatoire sur le département. Et enfin, on va choisir un point qu'on appelle point d'intérêt. Donc, ça va être une ressource qui est connue pour sa vulnérabilité face aux molécules qu'on va rechercher. Donc, ça représente sur nos 100 départements un total de 600 échantillons environ, avec 300 eaux brutes, 300 eaux traitées. Cette stratégie nous permet d'avoir une couverture nationale. Elle représente environ 20% du débit national qui est produit. On conserve le ratio 2 tiers, 1 tiers eau souterraine, eau de surface, qui est utilisé en France. On ne fait pas de focus particulier uniquement sur les points noirs. On a 1 tiers de points d'intérêt et les autres, ce sont des points totalement classiques. Et ça nous permet d'avoir un nombre d'échantillons raisonnable.
Côté point un peu négatif, on risque de passer à côté de certains sites qui sont fortement impactés. On ne prend pas en compte les éventuels mélanges d'eau brute, donc c'est-à-dire que si on utilise de ressources en eau différentes pour fabriquer une eau du robinet, on ne pourra pas forcément faire tirer des conclusions sur l'efficacité de la filière de traitement. Et enfin, on a une image à un instant T et on n'a pas d'évolution temporelle qui est faite et on peut passer à côté de contamination transitoire. Donc j'en arrive aux principaux résultats de la campagne nationale sur les pesticides et métabolites. Tout d'abord, un point sur le bilan de l'échantillonnage. Donc, comme je l'ai dit, on a eu prélevé 2/3 d'eau souterraine et 1/3 d'eau de surface. Donc 222 échantillons contre 82. Et sur les fromages en dessous, on a la répartition des points aléatoires, gros débit et points d'intérêt. Donc on a bien 1/3 de chacun des points qui a été prélevé. Ici, j'ai représenté le bilan par composé. Donc sur la figure tout à gauche, ce bâton représente le nombre de composés recherchés, 155 au total, 97 métabolites, 44 substances actives, donc les substances mères. Et ensuite, on a les composés quantifiés en eau brute, puis en eau traitée. Je vais me focaliser surtout sur l'eau traitée. Donc sur les 155 recherchés, on en a quantifié 77, essentiellement des métabolites, ici 54. Et donc sur ces composés quantifiés, 29 ont présenté un dépassement soit de 0,1 microgramme par litre, la limite de qualité, ou de 0,9 microgramme par litre pour les métabolites non pertinents, qui est la valeur indicative. Sur ces 29 composés, 7 étaient des substances actives et 22 des métabolites. Donc on a bien une majorité de métabolites qu'on a recherchés qui présentent des dépassements, soit de la limite de qualité, soit de la valeur indicative. Donc les composés les plus fréquemment quantifiés sont représentés ici. Donc là, c'est les 20 premiers composés les plus quantifiés. En orange, c'est ceux quantifiés en eau brute, enfin la fréquence de quantification en eau brute, et en bleu en eau traitée. Donc on peut noter qu'on a les deux composés qui sont le métabolite chlorothalonil R471-811 et le métolachlore ESA, qui sont quantifiés dans plus de 50% des eaux brutes et des eaux traitées. Donc, ces composés qui sont très fréquemment quantifiés présentent également, on pourrait les quantifier très fréquemment, mais à une faible concentration, mais là, ce n'est pas le cas. On les quantifie très souvent et en concentration plutôt importante, avec des dépassements de la limite de qualité ici de 0,1 microgramme par litre dans 34% des eaux traitées pour le métabolite du chlorothalonil. Pour le métolachlore ESA, qui est quantifié dans plus de 50% des échantillons, là, du coup, comme il est passé non pertinent pendant notre campagne, on s'est donc référé à la valeur indicative de 0,9 et donc on a eu seulement 5 dépassements, soit 1,7% des échantillons qui ont dépassé ce 0,9 microgramme par litre. Et donc les composés suivants qui présentent les dépassements de 0,1 les plus fréquents, c'est un autre métabolite du chlorothalonil, le R417-888, et les deux métabolites de chloridazone. Maintenant, j'ai fait un petit focus sur les eaux traitées. Donc, on avait 299 eaux traitées prélevées et on a eu 134 échantillons qui ont présenté un dépassement, soit du fait d'un individuel qui dépassait 0,1 microgramme par litre et ou de la somme des pesticides et métabolites qui dépassaient 0,5 microgramme par litre. Donc 45% des échantillons analysés étaient en situation de dépassement. Sur ces 45%, donc on avait 27%, c'était du fait d'un dépassement de 0,1 et de 0,5 pour la somme, et dans 18% des cas, c'était juste un dépassement d'un individuel au-delà de 0,1 microgramme par litre. Maintenant, si on regarde la distribution de ces non-conformités en fonction du type de point de prélèvement, c'est-à-dire aléatoire, gros débit ou point d'intérêt, on peut noter que les points d'intérêt ont été, entre guillemets, bien choisis, parce que ce sont ces points qui présentent la plus grande fréquence de dépassement du 0,1 ou de la somme 0,5 microgramme par litre.
En conclusion sur cette étude, on souhaitait faire un petit focus sur le métabolite chlorothalonil R471-811, donc qui est un métabolite d'un fongicide qui a été largement utilisé. Et dans notre campagne, on a pu démontrer les bonnes interactions qu'on a eues entre nous, la recherche, l'évaluation et la gestion derrière, car en fait, cette molécule avait été choisie suite à une publication dans Water Research d'une équipe suisse de l'IWAG qui a mis en évidence la présence de cette molécule et d'autres métabolites du chlorothalonil dans les ressources en eau. En avril 2020, la molécule a été interdite d'usage en France. Notre campagne a commencé en octobre 2020. Au tout début de la campagne, on a envoyé les résultats d'analyse au fil de l'eau de la campagne. On n'a pas attendu une année complète d'analyse. Et donc, ces premiers résultats d'analyse qui sont arrivés aux ARS ont engendré une saisine de la part de la DGS pour demander à l'agence d'émettre un avis concernant ce métabolite. Et donc, en janvier 2022, l'ANSES a évalué que ce métabolite était pertinent. Et donc, suite à cela, on a un avis qui a été donné par le Haut Conseil de santé publique. Le ministère de la Transition écologique l'a ajouté dans un arrêté. Et également, on a une instruction de la DGS concernant la gestion de ce métabolite. Et donc, depuis la fin de campagne mai 2022 et la synthèse qui a été faite à l'ARS en septembre 2022, on accompagne des laboratoires du contrôle sanitaire pour développer la méthode d'analyse pour cette molécule et les autres métabolites du chlorothalonil en vue de son intégration progressive au contrôle sanitaire. En conclusion, sur cette campagne 2020-2022, effectivement, on a eu un rapport de campagne qui a fait beaucoup parler de lui, avec énormément de retombées presse et d'interviews radio et télé. La valorisation scientifique est quasiment terminée pour toutes les familles de composés. Actuellement, on est encore en appui pour la mise en œuvre du contrôle sanitaire pour les nouveaux métabolites. Et notamment, on vient en aide aux laboratoires qui souhaitent monter en compétence pour l'analyse de ces métabolites du chlorothalonil, mais également pour d'autres molécules. On mène également des études complémentaires sur certains métabolites qu'on a pu souligner avoir une réactivité au chlore. Et donc ça, c'est des études qu'on fait actuellement. On aimerait pouvoir suivre l'impact de l'interdiction et de l'arrêt d'usage du chlorothalonil et de voir si dans les années à venir, la concentration des métabolites chute. Et enfin, d'évaluer les enjeux de traitabilité, quelles sont les filières les plus adaptées. Pour la campagne 2024, donc les perspectives à venir, c'est une campagne qui va être menée sur, deux familles de composés. On va avoir les composés perfluorés, donc les PFAS, et les PFAS à chaîne courte, qu'on appelle ultra short PFAS. Donc ça représente environ 35 molécules. Pour ces molécules, on va mener une campagne comme je vous l'ai présenté ici, donc avec à peu près 300 captages et 300 eaux traitées. On aura peut-être un peu plus de points d'intérêt sur ces molécules qui ont été choisies par les ARS en France. De la même façon, sur les captages et les eaux traitées, on va faire un screening en haute résolution et spectrométrie de masse. Donc là, je ne saurais pas te dire exactement, mais il y aura plus de 500 molécules. Il va y avoir pesticides, médicaments, très très larges pour faire vraiment un screening complet de ce qu'on peut retrouver dans les eaux. Et enfin, pour les pesticides, là, on a une liste d'environ une vingtaine de molécules qui vont être analysées uniquement dans les eaux traitées. Et ça, c'est en lien avec l'étude EAT3, donc étude de l'alimentation totale française. Et pour ces 20 molécules, donc là, la liste des molécules, elle a été établie par un groupe de travail. Et en fait, ce sont des molécules pour lesquelles on a peu de données du contrôle sanitaire en France et pour lesquelles on souhaite évaluer l'exposition des Français via l'aliment eau. Donc là, je donne à titre indicatif quelques molécules, abamectine, bixaphène, étéphon, enfin voilà. Et j'en ai fini. Je vous remercie donc pour votre attention.
suis disponible. Merci Laure. Alors, j'avais quelques questions, mais tu y as répondu puisqu'on posait la question de savoir pourquoi vous ne faisiez pas de screening. Bah, finalement, j'ai bien compris, ça va être lancé. C'est ça. Et on demandait aussi pourquoi la campagne ne porte que sur les pesticides et métabolites. Ça n'est pas le cas. Euh, Une question quand même aussi sur c'est un point que tu as abordé sur le fait que beaucoup de laboratoires n'ont pas encore les compétences suffisantes pour faire un certain nombre de mesures. Donc tu as dit que tu venais en appui. À quoi ça correspond ça? Alors, bah là, suite à notre campagne où les laboratoires ont voulu déjà mettre en œuvre l'analyse des métabolites du chlorothalonil, et ben ça va être alors nous, en début de campagne, les métabolites du chlorothalonil n'étaient pas, les standards analytiques n'étaient pas disponibles chez les fournisseurs classiques, donc on les avait eus via la DEPR. Après, en cours de campagne, donc ces standards sont devenus disponibles. Les laboratoires du contrôle sanitaire ont pu les acheter. Et nous, on a partagé nos méthodes d'analyse, nos conditions analytiques, chromatographiques, spectrométrie de masse. On a fait des échanges d'échantillons, des analyses croisées. On s'est partagé des échantillons, on a fait les analyses en doublon et on a comparé nos résultats, un peu des essais interlaboratoires, quoi. Et puis, ouais, c'est à peu Ok. près ce qu'on fait, quoi. Vraiment partager tout ce qui est analyse ensemble. Et donc, une autre question, mais effectivement, ça sort peut-être de vos compétences. Est-ce qu'il y a d'autres campagnes sur l'air, les aliments, etc.? Est-ce que vous y êtes associé? Eh bien, il y a d'autres campagnes. Bah là, la campagne EAT3, elle porte aussi sur les aliments. Et donc, D'accord. il me semble que ces molécules-là qu'on recherche dans l'eau, elles sont recherchées dans d'autres aliments, avec des listes plus étendues en fonction des données disponibles dans les aliments, que ce soit viande, enfin, tous les aliments, légumes. Très bien. Je vais revenir avec Laurent parce que j'ai des questions qui sont arrivées un petit peu en retard. Si Laurent, tu peux reprendre la caméra et le micro. Il y a une question qu'on a abordée dans le groupe de travail largement, c'est finalement on parle d'une Vmax, mais ça dépend de l'usage, comment elle est déterminée. Il y a une personne type, tu peux nous préciser ça? Oui, oui. Alors, d'ailleurs, la réponse à effectivement, la réponse à cette question pourrait être trouvée dans le guide de l'ANSES. Donc, je refais un petit peu de publicité pour le guide. Effectivement, tout à fait. Alors, comment on détermine la Vmax? La Vmax, ça prend en compte l'exposition qui est liée à la consommation journalière. Donc, on considère un individu de 60 kilos qui, pendant toute sa vie, boit 2,7 litres d'eau par jour. Et on considère que la consommation d'eau de boisson contribue à hauteur de 10% d'exposition aux pesticides. Autrement dit, on sait qu'on a une valeur toxicologique de référence qui permet de déterminer quelle est, d'une certaine manière, la quantité maximale qu'un individu peut absorber de cette substance. On considère que 10% de cette quantité, pas plus de 10%, doit venir de l'eau, et que la personne si une personne boit 2,7 litres par jour de cette eau-là, durant toute sa vie, c'est ça qui permet de transformer une valeur toxicologique de référence en une Vmax. Voilà comment se calcule cette Vmax. Une autre question concernant justement la détermination des Vmax, parce que on attend souvent très longtemps ces Vmax. Est-ce que tu peux un petit peu rentrer dans le détail de la façon dont c'est déterminé? Et parce que ne serait-ce que ce chlorothalonil et ses métabolites, on l'attend avec impatience, mais comment c'est réalisé ça au niveau de l'ANSES? Tu peux nous donner quelques éléments? Ah bah si, enfin, je pense que les personnes de l'ANSES seraient beaucoup plus pertinentes, encore une fois, c'est le cas de le dire, que moi pour répondre à ces questions. Mais c'est bien ça, c'est-à-dire que on part d'une valeur toxicologique de référence. Donc cette valeur, c'est elle s'exprime, elle détermine, et là aussi la définition est donnée dans le guide. Euh, Elle détermine en fait la toxicité d'une molécule. Et après, on considère, comme je le dis, on considère la, la quantité via l'eau potable de cette molécule que va ingérer la personne. Et c'est avec ce calcul-là qu'on peut dire,
tant qu'on est en dessous de la Vmax, la personne n'ingérera pas via de l'eau potable plus que telle quantité de cette molécule et donc ne dépassera pas cette valeur toxicologique de référence. Donc voilà Alors, comment c'est déterminé. juste pour préciser quand même que pour déterminer la toxicité, il y a un certain nombre de critères qui sont des critères de génotoxicité, par exemple, ou de risque de cancer, et que c'est là qu'il y a des études qui sont relativement longues. Que ces études sont faites forcément que par le fabricant hein, qui les met à disposition de l'ANSES. Il y a des échanges importants entre deux, une critique, une analyse, etc. Ce qui explique que tout ça est long. C'est ça. En fait, il y a deux aspects finalement sur lesquels l'ANSES doit se prononcer. C'est d'une part la pertinence, où effectivement, là, il y a toute une série de critères qui vont être déroulés, mais encore une fois, les personnes de l'ANSES en parleraient de manière beaucoup plus précise que moi. Il y a toute une série de critères et il y a tout un logigramme qui va examiner les effets de la molécule, donc ce que tu viens de dire, génotoxicité, etc. Et déterminer, en fonction de différentes étapes qui sont franchies, si cette molécule est pertinente ou peut basculer en non pertinent. Et si elle est pertinente, effectivement, là, on va rentrer dans la détermination de la Vmax à partir de ces valeurs toxicologiques de référence. Alors, on a essayé parce que toutes ces notions sont évidemment très, très complexes et finalement sont vraiment des notions de toxicologie et seuls des toxicologues peuvent expliquer dans le détail ces aspects-là. On a essayé justement dans le guide d'être un peu pédagogique autour de tout ça et d'essayer toutes ces notions-là de les mettre à disposition d'une certaine manière en compréhension du public le plus large possible. Une autre question, peut-être plutôt alors sur les aspects incertitudes. Parce que quand on descend aux valeurs très basses qu'on est capable de mesurer aujourd'hui, il est très important de bien définir cette notion d'incertitude pour ne pas prendre au pied de la lettre un chiffre. Tu nous dis quelques mots là-dessus? Ah oui, bah, effectivement, les incertitudes, elles sont déterminées au moment de la validation de la méthode et elles sont dépendantes de la matrice analysée. Il est vrai qu'on peut descendre aujourd'hui aisément à la valeur de 1 nanogramme par litre. En LQ, ça se voit de plus en plus. Après, avoir une incertitude de 30%, 30 à 50% sur 1 nanogramme par litre, ça reste classique, j'ai envie de dire, et pas surprenant du tout. C'est vrai qu'après, si on a des concentrations qui sont de l'ordre qu'on est proche de ce 0,1 microgramme par litre, oui. Pour moi, dans mon analyse, oui, l'incertitude de 30, je lis le commentaire là en même temps, l'incertitude de 30 à 50%, 30%, c'est plus fréquent, 50%, ça va être pour des molécules qui sont un peu plus délicates à analyser, effectivement. Très bien. Eh ben, merci. On va poursuivre et passer la parole à Christophe. Alors, je vais partager. Oh. Donc, Christophe, là, on rentre dans l'aspect traitement, ce qui est un point qui va être extrêmement sensible dans les années à venir, parce qu'on s'aperçoit, comme l'a dit Laure, qu'on trouve de plus en plus quand on les cherche, ces molécules. Encore faut-il voir si on est au-dessus des Vmax et quels sont les risques. N'empêche que, probablement, beaucoup de ressources vont devoir être traitées. Et là, c'est là qu'on va laisser Christophe nous expliquer un peu ce qu'il en est sur les possibilités techniques. Voilà. Merci Joël. Est-ce que la présentation est Oui, c'est bon. bien affichée? C'est tout bon. Donc, je me présente rapidement. Donc, moi, je suis expert en traitement de l'eau. Actuellement, je suis en transition professionnelle après 10 ans au service de l'eau de la ville de Lausanne, où j'ai été responsable de l'ingénierie, de la recherche et du développement en traitement d'eau. Et puis, pendant cette période, j'ai notamment pu animer et suivre deux grandes campagnes d'essais pilotes, une première sur les micropolluants pendant 4 ans et une autre sur le traitement des métabolites du chlorothalonil pendant à peu près 2 ans. Je suis également expert au CS de l'eau à l'ANSES et puis animateur du groupe de travail réglementation et traitement de l'eau de la commission eau potable de l'AST. Et j'en profite pour faire aussi un peu de pub, puisque suite à l'édition
de l'ouvrage sur le traitement de l'eau. On avait un certain nombre de fiches réglementaires et de polluants donc, qui sont en train d'être mises à jour suite aux dernières évolutions réglementaires. Alors, mon sujet, donc effectivement, c'est solutions de traitement. Très rapidement, je vais vous présenter quelques généralités et puis j'ai axé ma présentation pour voir un peu ce qu'on savait sur justement tous ces métabolites pertinents, puisque c'est eux qui vont poser le plus de problèmes en termes de traitement. Et puis après, sur le chlorothalonil, puisque j'ai mené ces essais à Lausanne, ce qui nous a permis d'avoir beaucoup de données. J'aurai un peu plus d'éléments précis à transmettre et puis une conclusion, discussion. Alors, le traitement des micropolluants, il n'y a pas de révolution dans le traitement de l'eau sur ces sujets-là. On va rester sur des technologies ou des savoir-faire existants. On a deux grandes catégories. Donc, on a le piégeage des molécules et puis leur oxydation. Donc, le piégeage peut se faire soit par absorption pardon, sur charbon actif ou sur des membranes de type nanofiltration ou osmose inverse basse pression et l'oxydation plutôt à partir de l'ozone. Bien entendu, ça c'est l'expérience qui le montre, il n'y a malheureusement pas de solution miracle avec une des technos qui fait tout le job et qui est capable d'arrêter toutes les molécules de manière pertinente et efficace. Et souvent, il faut envisager des combinaisons de ces traitements. Alors, premier focus, ça va être le métabolite de l'alachlore, donc l'alachlore oxa. Quand vous récupérerez la présentation, à chaque fois, vous avez les liens des avis de l'ANSES sur la pertinence. Donc, vous retrouverez un certain nombre d'éléments et pourquoi cette molécule a été jugée pertinente et un certain nombre de choses. Donc, effectivement, Laurent l'a rappelé au début de ce webinaire. La pertinence la détermination de la pertinence suit tout un processus dont le premier était effectivement de savoir s'il y a une activité pesticide ou pas qui est conservée par le métabolite. Mais après, en plus de la toxicité, il y a aussi une catégorie qui est assez intéressante pour nous traiteurs d'eau, c'est aussi l'évolution de ces molécules à travers les filières de potabilisation. L'alachlore, donc son usage est interdit depuis 2008. C'est un herbicide qui était utilisé principalement dans les cultures du maïs et du soja. Alors pour ce métabolite, on a pas mal d'infos dans la bibliographie. Par exemple, la chloration, on sait qu'il y a une action de la chloration entre 0 et 16% avec des doses quand même de chlore assez importantes, mais il y a une réaction qui se fait. Donc, on peut s'interroger sur l'évolution de ces métabolites dans les réseaux longs où il y a des rechlorations, et puis également la clarification avec des doses de coagulants comprises entre 20 et 30 ppm. L'ozonation, on a pas mal de valeurs entre 60 et 90%. Là aussi, avec des doses importantes et des temps de contact importants. Et les valeurs obtenues dans le tableau que vous voyez sont les pourcentages d'élimination. Donc, on a des grandes variations à chaque fois. Et finalement, ce premier focus, pour moi, était important puisqu'il permettait d'avoir des données sur les différentes étapes de traitement qu'on peut trouver en potabilisation. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que finalement, à chaque fois, on sort des standards classiques de traitement de l'eau et où on doit à la fois souvent mettre des quantités très importantes de réactifs pour attaquer ces molécules qui sont complexes. Les trois suivants, donc le déséthylterbuméthon, le fluvénacet ESEA et le 2,6, le dichlorobenzamide. Pareil, vous avez les liens sur les avis de détermination de la pertinence par l'ANSES. Ce sont des herbicides qui sont utilisés
dans la culture. Et en fait, sur ces éléments-là, en termes de traitement, j'ai pas ou peu trouvé d'éléments spécifiques sur leur traitement. J'ai pas réussi à avoir accès à des données sur l'efficacité des différents traitements. Ce sont des molécules, vous pouvez voir leur représentation qui sont toujours assez complexes, avec des doubles liaisons, beaucoup d'azote, des fonctions chlore. Donc, souvent assez difficiles soit à absorber, qui sont pas forcément très grosses comme molécules. Donc, parfois, la nanofiltration n'est pas suffisante et on peut espérer avoir des bons rendements sur les technologies d'osmose inverse. La chloridazone a le privilège d'avoir deux molécules, deux métabolites pertinents à ce jour. Utilisés dans la culture de la betterave, on entend régulièrement dans les médias en parler, en reparler, même s'il est interdit depuis 2020. Et puis, les taux de traitement de charbon actif qui sont utilisés pour piéger sont entre 15 et 30 ppm. Et pareil, vous pouvez voir des taux assez importants. D'ailleurs, une petite erreur dans le tableau, c'est pas inférieur à 95%, mais supérieur à 95% pour l'osmose inverse. Donc, on peut voir que les contextes sont souvent similaires avec ces différentes molécules. Une chose qu'on peut préciser, c'est que par exemple, et j'en reparlerai un petit peu après, c'est que les conditions de mise en œuvre, la matrice initiale de l'eau à traiter, sont souvent très importantes, puisqu'il peut y avoir des concurrences entre certains molécules polluants présentes dans l'eau, par exemple les eaux chargées fortement en matière organique. euh, bah, le- la- L'action du charbon ou de l'ozone peuvent être influencées par la présence de matière organique. Le NN-diméthylsulfamine, donc métabolite du tolifluanide, également donc l'avis de l'ANSES. Là, on n'est plus sur un herbicide, mais un fongicide, donc pour traiter les champignons, dans l'arboriculture fruitière essentiellement. Ici, on a quelques données sur cette molécule en termes de traitement. Donc, on a des oxydations de 50% après 2 heures de réaction avec le chlore, plus de 99% après 8 heures. La clarification n'a pas d'effet avec des doses de coagulants qui ont été relevées entre 5 et 10 ppm. Et puis, pour l'ozonation et le charbon actif, on a des rendements d'élimination qui peuvent être intéressants, mais parce que la molécule est transformée. Et malheureusement, cette molécule, le gros risque, c'est de former de la NDMA, notamment en présence de bromure au niveau de l'ozonation. Et puis également, dans les lits de charbon actif, en fait, on peut avoir une réaction avec l'azote qui peut conduire à la formation de NDMA. Donc là, on aurait des solutions de traitement, mais qui vont fabriquer un sous-produit qui, lui, est encore plus difficile à éliminer. Voilà, et puis encore des rendements supérieurs à 75% pour les membranes de nanofiltration, 90% pour l'osmose inverse basse pression. Sur les métabolites du chlorothalonil, deux métabolites aujourd'hui considérés, donc le R471-811 et le R417-888. Le 811, aujourd'hui est classé comme pertinent. Il y a une révision qui est en cours auprès de l'ANSES. Et le 888, lui, l'évaluation est en cours. C'est des avis qui devraient être publiés
les prochaines semaines, prochains mois, puisque c'est passé en CESO le mois dernier, donc le temps du parcours administratif. Donc, les nouvelles devraient arriver courant de l'été. Et donc voilà. Également, ce que je vous ai mis, donc ça a été évoqué dans la présentation précédente. L'histoire du chlorothalonil a un petit peu commencé en Suisse avec les détections et les premières études menées par Léa Wag qui a défini les différents métabolites. Donc là, vous avez le tableau de synthèse de la petite note de synthèse qu'ils avaient produite en 2020 avec les différents métabolites et les concentrations qui peuvent être rencontrées dans les eaux donc, maximales. Et donc, on voit que là, on a 7 métabolites qui sont présents et ils ont fait des tests en laboratoire pour déterminer l'efficacité des traitements. Donc, vous voyez que les 2 molécules qui nous concernent, le 811 et le 888, donc les 2 premières colonnes, les capacités de traitement sont assez limitées. Aujourd'hui, il faut savoir que les études ont continué sur le chlorothalonil et on est plutôt de l'ordre de 25 métabolites, mais à chaque fois, on est sur des concentrations de moins en moins importantes. Pardon. Hop. Donc, à cette époque-là, donc, à la ville de Lausanne, donc, on a été confronté à cette problématique-là et donc on a lancé des campagnes d'essais pilotes pour essayer de mieux comprendre un peu ce qui se passait et les éléments que l'on pouvait tirer par rapport aux capacités de traitement des technologies présentes. Alors, un des premiers points qui a été fait, puis où c'est assez intéressant de faire le point, c'est qu'il y a eu une sélection préliminaire des charbons actifs qui était faite donc, avec les sociétés Dolder et RWB. Donc, Dolder, c'est un grossiste, on va dire, du charbon en Suisse et RWB, un bureau d'ingénierie, pour tester en fait sur un cocktail de métabolites, donc le 888, le 811 et le SIN 507-900. Donc, pour déterminer en fait l'efficacité des différents charbons. Et donc, vous pouvez voir que sur ce graphique, les différences très importantes finalement de l'efficacité. Donc là, ça concerne le 811 puisque le 888 et le troisième métabolite étaient très bien absorbés et non détectés après traitement. Donc, on a travaillé sur le 811 puisque c'est celui qui pose le plus de problèmes. Et donc, vous voyez qu'on a des rendements qui vont de 10% à un peu plus de 75%. Également, vous avez par exemple des fournisseurs qui vous proposent, donc ça s'appelle le pur chlorothalonil 1, donc un charbon soi-disant spécifique pour traiter ces métabolites, et puis vous voyez son efficacité. Dans les autres charbons, en fait, ça nous a permis justement pour nos essais de déterminer quels étaient les charbons les plus intéressants à mettre en œuvre. Et donc, on a travaillé notamment avec le Ro 08 Supra, les Microsorb et Filtrasorb, qui sont des charbons qui sont déjà couramment utilisés pour les autres traitements. Et on voit que leur efficacité est intéressante. Donc, sans avoir à changer forcément par rapport aux autres objectifs d'usage de ces charbons. Ici, donc, je vous ai mis la synthèse de tous les essais sur le charbon qui ont été faits, donc avec différents temps de contact, différents types de mise en œuvre, donc charbon actif en grain, charbon actif micrograin mis en fluidisation, charbon actif en poudre. Et ce qu'on a pu montrer, c'est que ce qu'on appelle les bed volumes, donc c'est la capacité du charbon à traiter un certain nombre de volumes d'eau par volume de charbon, sont relativement faibles, puisque sur des molécules classiques comme
comme l'atrazine qu'on connaît bien. On a des BV qui sont plutôt de l'ordre de 80 000. Donc, vous voyez les valeurs ici qui sont de 30, 25, 30 000 jusqu'à, allez, on va dire 55, 60 000. Donc, on voit que le charbon est en capacité, donc, sur des configurations, on va dire classiques, encore une fois, de traiter, ce métabolite 811. Mais le corollaire, c'est que il faut plus de charbon, plus de temps de contact pour obtenir une efficacité importante. Et puis dans la dernière colonne, on a essayé de déterminer finalement par gramme de charbon mis en œuvre combien de microgrammes de métabolites on peut piéger. Donc c'est toujours des indications intéressantes pour des éventuels dimensionnements. Les essais qui ont été faits sur la nanofiltration et d'osmose inverse basse pression, donc on peut voir que pour le 888 et le 811, donc finalement, que l'on soit sur de la nanofiltration ou de l'osmose inverse, on a des taux de réjection proches de 100% sur ces essais qui ont été menés, avec l'un des inconvénients majeurs de ces technologies membranaires, c'est qu'on ne retire pas que les métabolites, mais également beaucoup d'éléments nécessaires à la potabilité de l'eau. Et donc, ça nécessite souvent derrière une reminéralisation à minima de la qualité d'eau. Mais ce sont des technologies qui, aujourd'hui, permettent de traiter ces problèmes. Également, ont été testés des membranes de nanofiltration fibre creuse. Donc là, c'est la société NX Filtration, société hollandaise, qui propose cette technologie. Donc ça a été testé en long, en large et en travers, suivant différentes configurations. Donc sur les bonnes configurations, on arrive à avoir pour le 811 en fait des éliminations supérieures à 80%. Donc c'est la courbe rouge que vous avez sur ce graphique-là, avec l'avantage finalement de cette technologie, c'est de moins retirer la minéralisation donc, de l'eau. Donc ça pourrait permettre d'avoir un traitement moins lourd à mettre en place. Également, un point sur lequel je voulais aussi attirer l'attention, c'est que même si on a des rendements très élevés de l'élimination des métabolites et des pesticides par des membranes de nanofiltration d'osmose inverse, donc j'ai parlé de la problématique de la qualité de l'eau en sortie, mais il y a également une autre problématique qui est le concentrat. Donc, on a sur les filières performantes, on va dire, on a à peu près 15% de pertes en eau. Et en fait, le métabolite va être concentré dans ce concentrat, c'est le cas de le dire, et la concentration va être multipliée par 4 ou 5. Et que fait-on de ce concentrat? Donc ça peut être un problème important, puisqu'on va retirer pour l'eau potable le métabolite, mais on va le transférer dans un petit volume d'eau, et donc le rejeter au milieu naturel à des concentrations 4 ou 5 fois plus élevées, par exemple, ça ne semble pas concevable. Donc, il faut trouver des solutions alternatives pour cela. Donc, ça peut surenchérir le coût de traitement et d'évacuation de ce concentrant. Les performances donc, sur l'élimination des métabolites du chlorothalonil, donc c'est les conclusions de ces essais pilotes. Donc, le charbon actif peut permettre d'éliminer ces métabolites, mais cela nécessite donc un renouvellement régulier du média et d'avoir des vitesses faibles, donc des volumes plus importants finalement d'ouvrage. Et puis, sur certains essais, en fait, le fait d'utiliser de l'ozone en amont, dans un cas, a permis d'améliorer finalement la durée de vie du charbon de 15 à 30%, mais dans un autre cas, pas. Donc, à ce jour, on n'a pas pu déterminer quels étaient
les processus clairement identifiés pour expliquer cela. Donc, c'est pareil, ce genre de décision devra au préalable faire l'objet d'essais au moins en laboratoire avant, voire d'essais pilotes pour confirmer que la matrice de l'eau est bien adaptée à la mise en place d'un traitement d'ozone en amont. Et puis donc pour les membranes, bah, j'ai déjà expliqué les résultats. Donc avec les membranes classiques spiralées, donc 100% d'élimination des métabolites et plus de 50% de la dureté. Et puis pour les fibres creuses, donc on a un seuil de coupure là à 400 Dalton. On a bah, des rendements un peu moins importants sur l'élimination. Donc il faut voir quelle est la quantité disponible en amont et donc une dureté moindre. Et puis, donc, ce qui est important sur ces solutions, ces technologies, c'est trouver la solution la plus avantageuse et la moins contraignante vis-à-vis des pré-traitements, des remises à l'équilibre, des traitements des concentrants. Voilà, j'en arrive à la conclusion de ma présentation. Donc, le premier point sur lequel on peut insister, c'est que en termes de connaissances, finalement, pour beaucoup de ces métabolites pertinents, on a peu de données publiques sur le traitement. Alors, j'ai bien mis public parce que il existe des études, notamment chez les traiteurs d'eau qui sont en cours ou qu'ils ont fait, mais où pour l'instant, il n'y a pas eu de publication. Donc, ça viendra dans le temps. On est plutôt dans le temps de la quantification. On a vu les campagnes menées par le LHN et puis par les ARS aujourd'hui. Donc, on est en train d'accumuler beaucoup de données quantitatives sur nos ressources et puis bah, définir derrière des plans d'action. Donc, préventif et curatif. En termes de traitement, donc le charbon actif, on a une efficacité importante des charbons actifs en poudre et en micrograins. Pourquoi? Parce qu'on a des taux de traitement qui peuvent être malgré tout parfois élevés, plusieurs dizaines de ppm, mais ça permet d'ajuster. Le charbon actif en grains, ça peut dépendre beaucoup de la nature du charbon, des conditions d'utilisation, on l'a vu. Et bah, je recommanderais à chaque fois de vraiment faire des essais de qualification au préalable pour, c'est pas très coûteux, mais ça permet de, de, de trouver le charbon le plus efficace ou les charbons les plus efficaces pour son eau. L'ozone, bah pareil, des taux de traitement souvent très élevés par rapport aux conditions conventionnelles. Et du coup, qui dit taux de traitement élevé en ozone, dit risque de formation de sous-produits plus importante, ou bah, parfois la toxicité, bah, comme la NDMA, est bien plus importante que le métabolite lui-même. Et puis pour les membranes, donc, bah, je l'ai déjà dit, c'est fiable et efficace ce procédé. Il est très énergivore. Qu'est-ce qu'on fait des concentrats? Voilà, donc et puis la question de la reminéralisation, de la bonne qualité d'eau derrière. Et puis en amont, bah, ce que je disais, faire du préventif, donc protection de la ressource, reconquête de la qualité, mais ce que je terminerai par là, on est souvent obligé de gérer l'histoire. Donc on a des exemples, par exemple de l'atrazine qui est interdite d'usage depuis des dizaines d'années, puis qu'on retrouve encore dans nos eaux à des concentrations importantes. Voilà, je vous remercie de votre attention et Alors, j'ai répondre à vos quelques questions. questions. Une question un petit peu sur les valeurs de gestion en Suisse sur le chlorothalonil. Est-ce qu'il y a une valeur de gestion et quelle est-elle? Oui, alors par rapport à ça, donc on est sur les mêmes valeurs, donc 0,1 pour le 811 et le 888. Et les métabolites non pertinents, c'est 0,9 aussi, microgrammes par litre. D'accord. Question sur l'usage des charbons en poudre. Est-ce qu'il y a, Oui. ça a été testé, il y a un apport intéressant? Donc bah, les charbons en poudre, il y a des tests qui ont été faits en Suisse. Il y a même du charbon actif en poudre super fin, qui a été testé par la société Membratec avec une séparation membranaire d'ultrafiltration derrière.
qui présentent aussi des très bons résultats. Après, bah, c'est les avantages de, ou désavantages de l'usage du charbon actif en poudre qui, dans certaines quantités, peuvent engendrer des zones ATEX et bah, c'est la gestion d'un pulvérulent. Donc, c'est jamais facile pour les exploitants. Voilà. Et puis, évidemment, et c'est une remarque aussi, c'est d'autant plus difficile qu'on a des petites ressources souterraines où il sera compliqué de mettre en place des installations complexes et très onéreuses, hein. Est-ce qu'il y a des unités de traitement qui fonctionnent déjà, sur lesquelles on a un peu de retour, qui ont été spécifiquement faites dans ce domaine, ou on est encore dans l'expérimentation? Non, on est encore dans l'expérimentation. Alors, il y a des premiers projets de construction qui sont, on va dire, en phase d'études préliminaires. Avec bah, sur la Suisse notamment, il y a beaucoup enfin, les réflexions sont faites justement sur l'évolution des schémas directeurs, où bah, également ce sont des petites ressources. Et la question d'un point de vue économique, c'est est-ce qu'on multiplie les traitements sur plein de petites ressources ou est-ce qu'on rassemble ces ressources, donc modification des réseaux pour faire des unités de traitement centralisées. Donc, je dirais, bah, au cas par cas, les solutions sont étudiées pour bah, trouver le meilleur compromis technico-économique. Et une question sur l'usage de l'ozone qui, à un moment, n'avait pas bonne presse à cause des composés qui se formaient. Euh, Qu'est-ce que tu en penses? Alors, bah, l'ozone reste pour moi, au niveau de l'eau potable, toujours un outil intéressant, hein, parce que c'est un oxydant très fort. Après, effectivement, dans ces cas-là, il y a la production de sous-produits, notamment des bromates. Donc, bah, faut savoir gérer. On sait gérer aujourd'hui en traitement la limitation de la formation des bromates. Euh, donc, bah, il faut voir si c'est compatible, hein, c'est toujours la même chose. Donc, bah, j'insiste encore. Je sais que c'est toujours. Beaucoup de gens pensent que c'est des dépenses en plus, mais de faire des essais au préalable, c'est toujours important parce que ça permet vraiment de qualifier et puis de bien connaître sa ressource. Voilà, souvent quand on dit est-ce qu'il y a des bromures dans la ressource, bah, c'est pas des mesures qui sont régulièrement faites. Et on a souvent des surprises quand on commence à s'y intéresser, quand on veut mettre l'ozone. On dit bah, tiens, est-ce qu'il y a des bromures? Et puis, on découvre avec deux, trois analyses qu'il y a des bromures, mais on ne connaît pas la variabilité. Donc, c'est compliqué derrière de pouvoir mettre un plan de gestion efficace sur la filière de traitement. Donc, une question, mais auquel je vais essayer de répondre sur la notion de révision de la pertinence. Faut bien revenir à ce qu'avait dit Laurent, ou tu pourras me compléter, Laurent, hein. Un certain nombre de produits, de sous-produits sont pertinents par manque de données. En particulier des données relativement complexes sur la génotoxicité ou la cancérologie, qui nécessitent parfois des études sur l'animal. Donc, c'est quelque chose qui est complexe, qui est difficile à interpréter. Et donc, oui, il peut y avoir des basculements pour certains produits, mais pour le moment, donc il faut pas considérer que c'est ce que dit toujours l'ANSES, c'est jamais définitif, hein. Les choses peuvent évoluer un peu dans les deux sens. J'avais une autre question là sur les aspects outils préventifs. Alors c'est un peu vrai qu'aujourd'hui on n'a pas des outils préventifs sur les aires de captage peut-être suffisants. Juste pour vous informer, on a eu à l'AST une présentation d'un rapport fait par par les services techniques, les conseils généraux des ministères, sur lequel ils sont en train, et les ministères s'y penchent, ils veulent y réfléchir véritablement de façon avancée cette année, avec des propositions qui sont intéressantes. Maintenant, je ne sais pas ce qu'il en sortira, mais c'est quelque chose que les ministères ont en tête. Euh, voilà un petit peu si les questions qui sont posées. Je ne sais pas si vous avez, Laurent ou Christophe, d'autres points à reprendre en fonction des discussions. Je veux bien rebondir sur ce que tu disais par rapport à l'évaluation de la pertinence des métabolites par l'ANSES. Donc, effectivement, il y a
un schéma bloc décisionnel qui est suivi à chaque fois. Et puis finalement, faut mettre des feux verts sur les différentes étapes pour arriver à la non-pertinence. Dès qu'il y a un feu rouge qui s'allume, ben, on part sur la pertinence. Euh, et effectivement, souvent, le manque de données peut conduire à la pertinence. Après, ce qui est intéressant, c'est justement que bah, dès qu'il y a des données nouvelles, il y a une révélation de cette pertinence. Alors pour la gestion, c'est compliqué parce qu'on se dit, bah, si, est-ce que je fais des choses parce qu'il est pertinent aujourd'hui et puis dans 4 ans, peut-être. Voilà. Les données qui sont transmises à l'ANSES, ce sont souvent des données du fabricant, hein, du pesticide, de la substance active. Il y a très peu d'études, on va dire, 100% indépendantes. Donc, on peut se poser la question aussi sur la transparence des fabricants. Est-ce qu'ils donnent vraiment toutes les études au départ aussi? Parce que souvent, finalement, ils vont, pour l'avoir vécu à l'ANSES sur certains métabolites, on a des données qui nous sont transmises, on fait le schéma bloc, ça bloque à un endroit, on explique pourquoi ça bloque, il y a un avis qui est rendu sur la pertinence, et en fait, le fabricant derrière va refournir des études ou va ressortir des études de ses placards pour bah, finalement essayer de passer ce point bloquant pour pouvoir continuer. Donc c'est ça souvent qui se passe. Et voilà, donc après, je dirais, c'est une réflexion alors, personnelle de se dire, est-ce que notamment au niveau européen de l'EFSA, il ne devrait pas y avoir, plutôt que ce soit les fabricants qui mandatent des études, qui payent des études, donc qui sont donneurs d'ordre, est-ce que les industriels ne devraient pas cotiser à un fonds européen qui, lui, ferait la recherche et piloterait ces études-là pour avoir vraiment de la transparence? C'est une remarque intéressante parce qu'effectivement, on constate qu'aujourd'hui, il n'y a pas de budget au niveau national ou européen. Et quand on regarde les coûts qui s'annoncent pour le traitement, il serait quand même plus que pertinent d'avancer beaucoup plus vite sur ces notions de pertinence et de Vmax, par exemple, pour pouvoir que les gestionnaires puissent prendre des décisions les plus opportunes. Laurent, tu veux rajouter? Oui, oui, non, mais je rebondis sur ce que tu viens de dire et ce qu'a dit Christophe et je le partage complètement. Effectivement, on est face à d'une certaine manière, face à un manque de connaissances qui peut avoir des conséquences derrière énormes et une difficulté, ce qu'a dit Christophe est d'une certaine manière aggravée quand on parle d'une molécule qui est désormais interdite. Donc s'il est nécessaire de refaire des études, de refaire des études un petit peu poussées, sur une molécule interdite, ça semble être compliqué. Même si, quand on raisonne d'un point de vue, coût global, le coût des études à mener serait infiniment inférieur au coût de devoir tout traiter, parce qu'on pense que cette molécule pourrait être pertinente. Donc là, il y a un vrai sujet, il y a une vraie réflexion, à avoir de comment débloquer ces situations-là, en vue d'un intérêt général qui consisterait à pouvoir, accumuler de la connaissance et permettre peut-être, de faire que ces molécules-là, finalement, sont non pertinentes et n'ont pas besoin d'être traitées. Et là, il y a une vraie question, pour laquelle je pense il y a des réflexions en cours, mais il n'y a pas encore aujourd'hui, de solutions qui sont trouvées sur comment débloquer ces situations-là. Et puis, bah, le paradoxe réglementaire qui fixe des valeurs à respecter qui ne sont pas sanitaires et qui peuvent obliger à faire des traitements, très poussés. Donc voilà, il y a encore des progrès à faire dans beaucoup de domaines. Laure, tu as un point pour conclure ou? Écoutez, non, moi, j'ai rien de plus à ajouter là-dessus. Euh, je vous remercie encore de m'avoir permis de participer à ce webinaire. Très bien. Eh ben, écoutez, Donc, voilà. je remercie tous les intervenants et tous les organisateurs et puis, en espérant que ce webinaire aura été utile à nos participants qui ont été nombreux et je vous dis à bientôt pour la suite, peut-être. Merci aux organisateurs et aux participants de rester 2 minutes pour qu'on puisse débriefer.
Très bien.